Merci beaucoup Anne. Effectivement, on va revenir, en préambule de tout ce qui vous sera présenté après, les CCF au fil de l'eau. Alors c'est vrai que Anne, tu disais que, c'est une nouveauté. La nouveauté n'est pas vraiment le CCF, la nouveauté est vraiment le fil de l'eau, puisque vous connaissez déjà le principe du CCF au travers de l'épreuve de CPAP qui se fait en CCF pour les lycées publics et privés sous contrat, que les élèves soient des étudiants ou des apprentis, mais nous allons rentrer avec le BTS CJN dans une autre dimension, celle du fil de l'eau, qu'on va vous expliquer là. Bon, quoique, on va passer par une métaphore assez aquatique. Vous le verrez au fur et à mesure des différentes diapositives que l'on va vous présenter. Pour l'instant, gardons cette idée et ensuite vous comprendrez la métaphore. Alors, le CCF au fil de l'eau, au fond, c'est quelque chose de très libérateur. Très sincèrement, ce n'est pas pour vouloir à tout prix vous convertir à notre envie de CCF au fil de l'eau, c'est pourquoi avons-nous choisi cette possibilité de CCF pur, c'est parce que c'est vraiment une libération du poids certificatif. On est dans une forme de légèreté de la formation, on dégage du temps, on dégage du temps pour la formation, on dégage du temps pour les apprentissages, on dégage aussi de la pression. On dégage de la pression de l'examen pour aller vers une concentration vers les apprentissages. Le professeur, l'étudiant ou l'apprenti a tout son temps pour se concentrer sur ce qu'il va apprendre. Au final, mais c'est qu'au final qu'on va évaluer. On va pas mettre, alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en entendant CCF au fil de l'eau, on ne va pas évaluer de façon certificative tout le temps. Ça paraît un petit peu antinomique parce qu'on comprend au fil de l'eau, la chose coule et au fil de l'eau, tout le temps, on évalue. Tout le temps, on évalue, comme le disait Madame Gagné, on l'évalue de façon formative et à la fin, on aura une dimension plus certificative. Continue dans ma métaphore. Donc nous voici cette fois-ci à la piscine. La métaphore du maître nageur est celle que on a voulu imager pour le CCF au fil de l'eau. Peut-être est-ce effectivement tout simplement l'eau qui nous a inspiré, mais imaginez-vous dans la peau du maître nageur qui apprend à ses apprenants à tout simplement nager. Ils vont aller dans l'eau, ces petits apprenants. Vous allez, ma foi, leur apprendre différentes méthodologies. Vous allez les mettre en situation, parce qu'on apprend difficilement à nager hors de l'eau. Vous allez les regarder faire, vous allez les voir progresser, et vous allez les voir apprendre à nager. Au final, après cette année de travail, le maître nageur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un certificat de réussite, un certificat d'aptitude, un certificat de compétences acquises, le savoir nager. Il n'y a pas d'examen du savoir nager, sauf dans le cas de jeunes qui auraient appris à nager tout seuls ou avec leurs parents sans le biais du maître nageur, sans passer par le cours de piscine. Dans ce cas-là, on serait dans une épreuve ponctuelle. Donc reprenons cette petite métaphore et appliquons-le tout simplement à ce qui nous occupe, c'est-à-dire nos collaborateurs juristes notariales. CCF au fil de l'eau. Vous allez les découvrir avec les blocs 1 et 7. Alors c'est peut-être paradoxal, mais on a voulu rentrer dans l'explication du CCF au fil de l'eau parce que ça n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas? Alors ce n'est pas une épreuve d'examen. Alors, ce n'est pas une épreuve d'examen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment dédié. Dans un CCF au fil de l'eau, il n'y a pas de date posée, pas de convocation, pas de symbolique de l'examen. Fondamentalement, un CCF au fil de l'eau, ce n'est pas un CCF à situation. Or, ce que vous connaissez jusqu'à présent avec le BTS notariat, c'est le CCF à situation, situation A, situation B. Souvenez-vous, même à un moment de notre vie du BTS notariat, dans les circulaires nationales, il y avait des dates de fin de situation A. Vous ne deviez plus dépasser, je ne sais plus trop quelle date, au mois de janvier de l'année 2 de la promotion de BTS. Donc, on n'est fondamentalement pas dans cela. Ce n'est pas une épreuve d'examen. Il ne s'agit pas non plus de multiplier les petits contrôles.
toute l'année. C'est pas du tout ça. Si c'est pas une épreuve, c'est encore moins une succession d'épreuves. Donc il s'agit pas de faire plein de petits contrôles partout pour dire bah si c'est pas un examen à la fin, on va faire plein de petits contrôles comme ça on aura plein de petits contrôles au fil de l'eau. C'est pas ça du tout non plus. On rappelle bien que l'objectif du CCF au fil de l'eau, c'est de se dégager de la pression d'examen. Je vais vous citer un mot de collègue qui, alors c'était pas en BTS notariat au passage, c'était dans un autre BTS qui, lors d'une réunion d'harmonisation de BTS, en fin de semaine dernière, me dit, à propos d'un CCF à situation, me dit que son étudiant, oh c'est dommage qu'il ait raté le CCF parce que il a quand même acquis un autre niveau de compétence, il est bien meilleur que ça, il a acquis plus de compétences, mais il a raté son CCF à cause du stress. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, on est dans l'idée qu'il n'y a pas de petits ou de grands moments de situation d'examen. On est sur une observation longitudinale de l'acquisition des compétences par l'apprenant. Ce n'est pas non plus un contrôle continu. Madame Gagné, Anne l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un contrôle continu dans le sens où on ne va pas faire une moyenne des notes obtenues au cours de l'année. On ne va pas lisser la progression de l'élève, on va tout simplement regarder, et voilà ce qu'est le CCF au fil de l'eau, une photographie à la fin de l'année, une photographie du plus haut niveau de compétences acquises. L'année est un film, le CCF au fil de l'eau va photographier le plus haut de niveau de compétences acquises à la fin de l'année. Dans ces principes, on a eu beau réfléchir à ce qu'il fallait que vous reteniez le plus fondamentalement pour sincèrement avoir conscience de la liberté du poids enlevé que permet ce CCF au fil de l'eau. Ce sont les temps de formation et les temps de mise en situation des élèves qui vont prévaloir. En tant qu'enseignant, vous allez bien sûr avoir un regard de professeur sur ces formations, sur ces mises en situation et sur la façon dont s'en débrouille votre élève, votre étudiant ou votre apprenti. Ce regard d'évaluation, vous allez l'avoir en fonction des compétences du référentiel. En fonction des compétences du référentiel, c'est-à-dire avec le positionnement de cet étudiant, de cet apprenti, par rapport aux compétences du référentiel. Autrement dit, c'est le profil de l'étudiant que vous obtenez à la fin de votre année. Donc je vois une question de Monsieur Granic à laquelle on pourra répondre tout de suite parce qu'elle est dans le fil de ce qu'on voulait expliquer. Si l'étudiant régresse, alors, qu'est-ce que ça veut dire un étudiant qui régresse ou un apprenti qui régresse? Peut-être que ça veut dire que la compétence n'était pas installée. Attention, quand on dit que c'est le positionnement sur le plus haut niveau de compétence acquise, c'est une compétence acquise de façon stabilisée. C'est pas un one shot. On n'acquiert pas une compétence et après on l'oublie. C'est une compétence qui peut être utilisée, réutilisée, décontextualisée, recontextualisée. Donc, elle peut difficilement se perdre, cette compétence. Donc, on est vraiment dans une compétence installée acquise. Ce profil de l'élève, ce profil de l'apprenant, de l'étudiant, de l'apprenti, sera observable en fin de parcours. Pour notre BTS CJN, s'agissant des deux matières, des deux unités d'enseignement qui seront évaluées en CCF au fil de l'eau, il s'agira d'évaluer à la fin des 2 ans, pour le bloc numéro 1, donc l'épreuve E4, ou à la fin de la première année, dès la fin de la première année pour le bloc 7 sur les fameux fondamentaux du droit. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a d'autres questions fondamentales, comme celle de Monsieur Granic, ou est-ce que vous voulez que l'on continue sur le côté formation? Puisque le CCF au fil de l'eau, c'est une vision très formative de l'évaluation. On avait eu une question tout à l'heure sur un rattrapage est-il nécessaire? Donc le rattrapage était plutôt vu, je pense, dans le CCF formel. Je Mais pense voilà. effectivement, parce que quand on entend rattrapage, on entend épreuve ratée. Et donc on entend épreuve.
Et en parlant de CCF au fil de l'eau, la formation est un film, la formation est un flux continu. Il ne peut pas y avoir de rattrapage au sens examen du terme. Il ne peut y avoir que finalement diversité de l'exposition à différentes mises en situation. Ce qui est peut-être ce qu'avait en tête Madame Fembar quand elle posait sa question, j'imagine. Alors, je vois que quelqu'un d'un INFN pose une question. Peut-être qu'il faut tout de suite lever l'interrogation. Le CCF ne concerne que les établissements publics et privés sous contrat. Ça veut dire que très formellement, le CCF ne concerne pas l'INFN, ni les établissements hors contrat, ni les candidats individuels. Alors pourquoi avons-nous voulu vous parler dans la foulée du CCF au fil de l'eau du portfolio? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tout simplement lié. C'est aussi lié à notre bloc numéro 1. Vous avez bien lu le référentiel et notamment les définitions d'épreuves. On vous recommande l'usage d'un portfolio dans le bloc numéro 1 pour l'épreuve E4. J'insiste lourdement sur le fait que c'est un outil de formation, ce n'est pas un outil de certification. Le portfolio, tel que va vous être présenté leur utilisation ou même leur conception par nos collègues Mesdames Crochemar et Méchali, le portfolio, c'est un outil par l'étudiant. C'est l'étudiant ou l'apprenti. Vous avez des apprentis qui doivent mettre en place le portfolio. À quoi ça sert un portfolio dans un contexte de CCF au fil de l'eau? Ça sert à ce que l'étudiant ou l'apprenti conscientise sa progression, conscientise surtout ses acquis, conscientise le chemin qui lui reste à parcourir jusqu'aux acquis tels qu'on les attend en fonction du référentiel, tels que les attendent les à la sortie du technicien supérieur. Le portfolio, c'est ce fameux film, le fameux film du parcours d'apprentissage de l'étudiant ou de l'apprenti. En fin de carrière, mon Dieu, quel lapsus, en fin de parcours de formation, ce portfolio, c'est une sorte de book. Vous connaissez tous l'usage des books de présentation pour les artistes, par exemple. Une professeure en BTS SAM, ils utilisent aussi des portfolios. On m'a dit récemment lors d'une réunion d'harmonisation, le portfolio, c'est le showroom des compétences acquises de l'étudiant. J'ai trouvé cette formule très imagée, mais à la fois très vraie, qui fait sens. Le portfolio, c'est une sorte de CV développé qui sera utile aussi pour la suite des choses, pour cet étudiant, cet apprenti. Mais revenons à notre CCF. À quoi va servir le portfolio? En tant que tel, en tant qu'outil de formation, à rien pour le CCF. Il va servir à partir du moment, ce sera, et là je parle aux habitués que vous êtes en tant que professeur de BTS notariat de l'archivage, des preuves, le portfolio servira pour le bloc 1, tout simplement l'archivage des preuves de compétences acquises, une sorte de valeur de, entre guillemets, copie examen, les compétences acquises dans le bloc 1. Donc nous allons illustrer ce portfolio et donc finalement le suivi formatif d'un CCF au fil de l'eau par le biais du bloc 1. Je remercie par avance nos collègues Mesdames Méchali et Crochemar pour la présentation de leur essai de portfolio avec leurs propres élèves. Merci Madame Almimov. Donc bonjour à toutes et à toutes. Effectivement, Lorena Crochemar et moi-même allons vous présenter donc le portfolio, outil de formation et support de l'épreuve E4. Donc pour penser la conception du portfolio, il faut d'abord cerner les objectifs de ce portfolio et ce qui va permettre d'engager l'étudiant dans son apprentissage et surtout ça va lui permettre de cerner la valeur ajoutée de cet outil de formation. Alors ce portfolio, il a deux visées, une visée formative et une visée certificative. Concernant la visée formative,
la visée formative, eh bien, elle se fait à l'aide d'un portfolio que l'on dit portfolio d'apprentissage, qui est tout simplement, hein, comme on vous l'a dit précédemment, un, un endroit, enfin un stockage de traces, les traces donc des situations professionnelles, vécues par l'étudiant tout au long de sa formation. Alors en fait, ces traces, eh bien, elles doivent amener l'étudiant à réfléchir sur son apprentissage, sur son évolution, sur les progrès qu'il peut faire et donc à s'engager dans une démarche réflexive. C'est donc un engagement fort de sa part. Concernant la visée certificative, cette visée certificative, eh bien, elle s'effectue vraiment vers la fin de sa formation et donc ce portfolio d'évaluation est constitué de documents, les documents officiels hein, que l'on vous a présentés, qui sont le tableau synoptique de compétences et la fiche de liaison. En fait, ce portfolio d'apprentissage, il va permettre de montrer la correspondance entre les compétences acquises tout au long de sa formation et puis les compétences, ce que vous disait Madame Gagné tout à l'heure, les compétences attendues par les professionnels et qui sont décrites dans le bloc 1, dans les compétences, dans la colonne attendues, compétences attendues. Voilà. Alors, pour la mise en œuvre de ce portfolio, eh bien, en fait, il faut qu'il y ait une communication régulière et nourrie entre différents acteurs qui sont le professeur, le professionnel et l'étudiant. Effectivement, le professeur et le professionnel vont engager et accompagner l'étudiant dans son application, dans son apprentissage. C'est donc un portfolio qui est aussi la trace d'une relation tripartite. Et Lorena, je te laisse poursuivre. Merci Viviane, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, hein, planifier la création du portfolio implique de faire un choix du format en vue de la certification. Hein. Deux options envisageables, soit un portfolio papier, c'est la constitution toute simple d'un dossier relié avec les documents obligatoires et les situations professionnelles, hein, trois domaines prévus dans le référentiel. Alors, il présente l'avantage de la souplesse, simplicité, et puis bon, l'inconvénient peut éventuellement être celui de l'usage dans le temps. Deuxième option, c'est celui de la constitution d'un portfolio numérique qui va faire donc l'objet d'une extraction en vue de la certification avec les mêmes éléments. Alors, ce format implique tout de même de prendre en compte un certain nombre de critères pour le choix de l'outil, puisque d'abord, si on fait le choix d'imposer un outil aux étudiants, il faut qu'il soit compatible RGPD. Il faut penser les fonctionnalités, le coût à l'entrée. Il est important de former les étudiants sur l'outil qu'on peut éventuellement choisir. Également la maîtrise par les différents acteurs de l'outil choisi et puis les possibilités d'extraction en vue de la certification et les perspectives d'utilisation par l'étudiant. Est-ce qu'on conçoit le portfolio numérique pour un usage ultérieur, par exemple, qu'il le conduise en licence professionnelle, voire dans sa carrière? Alors, les avantages du portfolio numérique, hein, c'est l'enrichissement et la conservation, bien sûr, faciliter le partage, etc. Les inconvénients, c'est la maîtrise de l'usage par les acteurs et pouvoir garder la main sur l'outil de base sur lequel on crée le portfolio. Alors, une suggestion, on peut envisager, hein, Madame Almimov vous l'a expliqué un peu avant, finalement, la possibilité de penser le portfolio comme un support unique dans les enseignements du bloc 1. Ici, on a pris l'exemple en combinant la visée donc formative et l'extraction en vue de la certification avec l'outil Pearl-Trees, par exemple, et de ce fait, le portfolio en visée certificative, on viendrait juste extraire un certain nombre, les choix qui ont été faits pour la certification, mais finalement, le portfolio est le lieu de formation de l'étudiant pendant les 2 ans. Viviane, je te prie de poursuivre. Merci Lorena. Donc en fait, quel que soit le format du portfolio choisi, hein, qu'il soit papier ou numérique, mais il faut organiser son utilisation
pour accompagner au mieux l'engagement de l'étudiant dans sa mise en œuvre. Donc en fait, il faut chercher un équilibre entre un contrôle fort de cette mise en œuvre et puis une liberté totale que pourrait prendre l'étudiant pour réaliser son portfolio. Il faut donc penser à la planification de la mise en œuvre du portfolio. Et pour ce faire, nous avons repéré 3 critères qui sont donc pour le premier critère la fréquence du dépôt des traces, puisqu'en fait les traces doivent amener l'étudiant à une réflexion, une auto-réflexion, une démarche réflexive sur son apprentissage. Deuxième critère, le contrôle des dépôts des traces. Alors, c'est un critère aussi important puisque en fait, il va favoriser l'autonomie de l'étudiant dans son apprentissage et puis aussi un échange, un dialogue constructif entre ses pairs, entre les différents étudiants de la promotion. Troisième critère qui est essentiel, il va falloir planifier les échanges entre les différents acteurs que sont l'étudiant, le professeur et le tuteur. Ces échanges vont jalonner l'apprentissage et surtout en fait ces échanges doivent permettre d'évaluer l'implication de l'étudiant dans son apprentissage et surtout de lui donner des axes d'amélioration pour monter en compétences. Donc voilà, je vais laisser Lorena poursuivre. Voilà. Merci Viviane. Eh bien, nous vous proposons 2 exemples de portfolios numériques à visée certificative. Donc, on se situe dans la phase de l'extraction en fin de formation. Ce ne sont surtout pas des modèles imposés, d'accord, mais des suggestions de structure. Le premier exemple a été réalisé avec Geniali dans sa version gratuite. Ici, vous avez la page de garde. Vous disposez du lien interactif donc qui vous permettra de cliquer pour avoir la version interactive et voir un petit peu pour vous promener dans les différentes pages que l'on peut retrouver. Alors, il a été pensé pour un usage étendu dans le temps pour l'étudiant, d'où le choix d'élargir les éléments que l'on y retrouve. D'accord. Donc, outre les documents officiels qu'on va avoir, c'est-à-dire ceux que Viviane a cités tout à l'heure, le tableau synoptique, etc., on a donc le choix des situations professionnelles classées en première et deuxième année. Pour rappel, les situations professionnelles concernent 3 domaines: communication professionnelle, création et organisation d'un dossier client, suivi et traitement d'un dossier. Donc, vous pouvez les choisir. Donc, dans l'exemple interactif, vous allez retrouver des tests qu'on a fait sur nos promotions actuelles, notamment d'analyse de situations de communication, premier niveau, pour atteindre un autre niveau où eux-mêmes analysent leur propre situation de communication. Alors, d'autres éléments sont présents ici, mais ne sont pas obligatoires, j'insiste vraiment dessus, mais on a pensé que c'est un outil intéressant pour l'étudiant de présenter, par exemple, son parcours, son projet professionnel. S'il choisit de présenter l'épreuve engagement étudiant, qui est reliée donc à l'épreuve 4, c'est aussi ici l'occasion, par exemple, d'y mettre un certain nombre d'éléments. Ensuite, on peut penser qu'il peut mettre son niveau de certification PICS en fin de formation et éventuellement des liens vers ses réseaux sociaux et ou ceux de la classe. Vraiment penser le portfolio comme la vitrine, le showroom de l'étudiant et qui peut lui servir pour postuler en licence pro, pourquoi pas postuler pour une carrière professionnelle par la suite. Viviane, je te laisse présenter le deuxième exemple. Oui, merci Lorena. Donc, deuxième exemple de portfolio qui a été réalisé avec l'outil Wix. Donc, l'outil Wix, pourquoi? Parce qu'en fait, il répond aux différents critères que Lorena vous a présentés tout à l'heure. Et en plus, il a été préconisé par l'Académie de Créteil, puisque actuellement, ils s'en servent pour réaliser des portfolios dans différents BTS. C'est un outil qui est intuitif dans sa manipulation.
activation. Il suffit juste de créer un compte Wix, se connecter, et on est sur une version gratuite. Bon, bien sûr, vous pouvez passer à la version premium. Alors, on a la possibilité de partager ce site. Donc, ce qui est intéressant, justement, dans les temps d'échange qui seront planifiés. Et puis, l'étudiant pourra, tout au long de sa formation, donc alimenter ce site, mais en fait, il pourra aussi le mettre à jour très rapidement et facilement pour tenir compte des informations et puis des remarques, des suggestions que lui auront conseillé donc le tuteur et le professeur. Par ailleurs, il peut télécharger tout type de documents, et on le voit en haut à droite. On a un onglet qui nous permet d'accéder directement au contenu et de télécharger des documents qui peuvent être type PDF, Excel, Word, toute trace qui prouve son apprentissage. Alors là, vous avez une capture de l'écran d'accueil. Bon, je ne reviens pas sur les fonctionnalités, puisqu'en fait, ce sont exactement les mêmes que celles que Lorena vous a présentées dans le portfolio conçu avec Genially. La seule différence que l'on peut noter ici, c'est que l'on a la possibilité, l'étudiant a la possibilité de faire une présentation qui est intéressante, et nous avons trouvé intéressante, puisque c'est une présentation de lui-même et de ce qu'il peut faire, une sorte de pitch. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation du portfolio, et je laisse la parole à Madame Animoff. Merci beaucoup, mesdames. Donc cette présentation, c'est vraiment la présentation de deux exemples, de deux modèles. Je vous rappelle bien que dans le référentiel, dans la définition des épreuves, on a choisi qu'il n'y ait pas d'obligation vous avez la liberté du choix de l'outil. On vous demande, puisque ça c'est inscrit dans les règles de l'examen. Alors c'est assez mal nommé de dire examen ou épreuve pour un CCF au fil de l'eau. Mais pour la certification, il a été demandé pour le bloc 1 qu'il y ait un portfolio. Mais comme l'a dit Lorena tout à l'heure, il est tout à fait possible pour le CCF que ce portfolio puisse se faire en version papier, avec toutes les questions que cela pose ensuite pour la traçabilité et pour l'échange. Puisque l'échange, donc le portfolio, vous voyez bien sur cette frise chronologique, le portfolio, c'est le démarrage, le point de départ de l'évaluation en CCF au fil de l'eau dans le bloc 1. C'est la partie formation de l'évaluation, le point de départ. Le point de départ d'un échange vers les différents acteurs. Je crois que c'est Lorena ou Viviane qui l'ont dit, l'une des deux l'a dit tout à l'heure. Ça permet de répondre à la question de Madame Perrier, qui nous demandait dans le chat comment faire pour impliquer les notaires. Est-ce qu'on s'en éloigne ou est-ce qu'on s'en éloigne pas? Je pense très sincèrement qu'on ne s'éloigne pas des notaires, qu'ils soient maîtres de stage ou qu'ils soient maîtres d'apprentissage, ou tuteurs de stagiaires, dans le sens où justement le portfolio, c'est le portfolio doit être alimenté par l'étudiant lui-même, mais c'est aussi là qu'il va permettre de montrer à la fois à son tuteur ou à son maître d'apprentissage ce qu'il fait en classe en bloc 1, et réciproquement montrer au professeur ce qu'il aura fait en stage ou ce qu'il fait en office s'il s'agit d'un apprenti. Madame Boquillon nous dit, je comprends bien, c'est une façon de collecter les supports des situations professionnelles réelles ou fictives des 2 années dans un seul document. Tout à fait. Oui, c'est cela. C'est ça. C'est un moyen d'archivage. Ce n'est pas une fin en soi, le portfolio n'est pas une fin en soi, le portfolio s'alimente par le cours. En travaillant, Lorena, Viviane et moi sur ce portfolio, et en préparant cette présentation, on est allé jusqu'à une version jusqu'au boutiste qu'on ne voulait pas vous dire. Et bien tant pis, on vous l'a dit quand même. On pourrait imaginer que le portfolio, c'est le cahier de travail complet de 2 années en bloc 1. Alors ça, ce serait une version vraiment très étendue, où tous les éléments, y compris les ratés,
comment dire, les ensembles de tâches, activités ou missions, vous appelez ça comme vous voulez, présentées, faites, prises en responsabilité par l'étudiant, par l'apprenti, moins réussies les unes que les autres, peuvent aussi figurer, pourquoi pas, dans ce portfolio. Mais si on le considère comme un book de présentation des compétences acquises, j'imagine que au fur et à mesure du parcours, les missions les moins réussies pourront être éludées d'une certaine façon. Mais la version jusqu'au boutiste serait que le portfolio compile absolument tout. Alors, on ne vous recommande pas d'aller jusque-là, mais effectivement, c'est un moyen de compilation. Alors, si on avance au fur et à mesure de cette frise dans la certification, ensuite, il existe le fameux document de liaison. Je réponds de cette façon à Madame Fenbar. Le document de liaison et le tableau synoptique, c'est normal que vous ne les ayez pas trouvés jusqu'à présent, parce que pour l'instant, nous ne vous les avons pas donnés. Ils figureront dans les annexes de la circulaire 0, et donc de la circulaire nationale. Alors, on n'attendra pas la veille de la session 2024 pour que vous ayez en main ces documents de liaison, parce qu'ils vont vous servir dès le début de l'année prochaine. Donc, on s'engage à ce que dans la première partie, comme ça je ne donne pas de termes avec des dates, mais que dans la première partie de l'année scolaire 2022-2023, vous ayez une circulaire dite 0, avec des exemples de ces fameux documents de liaison et de tableaux synoptiques. Le document de liaison, c'est ce qui sert en stage, c'est ce qui sert au quotidien pour les apprentis en apprentissage. C'est là que le professionnel, le notaire ou en tout cas le maître d'apprentissage ou le tuteur en stage est en lien avec le professeur, le fameux document de liaison. On passe du document de liaison ensuite, mais je crois que, voilà, j'ai la petite, non, j'ai pas la petite bulle, c'est pas grave. On passe du document de liaison ensuite au tableau synoptique. Le tableau synoptique est aussi un document officiel qui sera dans la circulaire et donc un document à valeur d'examen. Le tableau synoptique devra, comme son nom l'indique, regrouper toutes les missions, ensemble de tâches, activités, mais complexes, il ne s'agit pas de tâches simples, ensemble de tâches donnant une activité complexe, activités qui seront représentatives de l'ensemble à elles toutes. J'entends bien qu'il n'y a pas qu'une seule activité ou une seule mission, mais qui seront à elles toutes représentatives de l'ensemble des compétences que l'on doit évaluer dans le bloc 1. Grosso modo, tous les indicateurs d'évaluation de compétences que vous pouvez trouver, je saisis mon référentiel, que vous pouvez trouver dans la fameuse colonne indicateurs du référentiel pour le bloc 1. Vous les retrouvez dans le tableau synoptique. Et ce tableau synoptique permet de donner un panorama. Alors, vous pouvez l'imaginer de façon progressive, qui permettra de montrer le progrès, mais là, je vais parler en tant que certificateur, en tant que président de jury. Ce que va vouloir voir le président du jury du BTS-CJN à la fin, ce n'est pas le progrès que le candidat, que l'élève étudiant aura fait au fur et à mesure de ces 2 années, c'est là où il en est arrivé à la fin, et le tableau synoptique, en fait, nous donnera cette fameuse photographie des compétences, du plus haut niveau de compétences acquises, parce que tout simplement, les coches que vous pourrez mettre dans ce tableau synoptique vous montreront le niveau satisfaisant ou très satisfaisant, insuffisant ou très insuffisant, malheureusement pour certains, niveau de compétences qu'auront acquis vos étudiants et apprentis. Et dernière étape, on passe de merci beaucoup Lorena, de ce tableau synoptique à la fiche d'évaluation. La fiche d'évaluation, ce sera grosso modo la copie d'examen, si je veux faire un parallèle très osé avec des épreuves ponctuelles écrites. Ce document aussi sera dans la circulaire nationale. La fiche d'évaluation, avec une grille d'évaluation, des critères d'évaluation, sera une sorte de transposition du tableau synoptique. Ce sera là pour le coup l'extraction, cette fameuse photo finale du plus haut niveau de compétences attendu, qu'il faudra, profil, dont on a parlé tout à l'heure, profil du candidat qu'il faudra transformer en note sur 20, puisque c'est encore le système de validation des diplômes de nos jours, que ce soit en CCF, en épreuve ponctuelle, en oral ou en écrit. Est-ce que avec cette présentation
relativement brève. Certes, on en convient, on a répondu, je pense, aux quelques questions, mais j'ai vu que le chat s'affolait depuis tout à l'heure. Enfin, il y a eu beaucoup de questions-réponses. Je vous avoue sincèrement de ne les avoir pas lues. Qui remplira la fiche d'évaluation, Madame Ferbar? Le professeur. Effectivement, il est écrit dans la définition de l'épreuve du bloc 1 que le professeur, alors pas seul, comme c'est un CCF, le professeur du bloc 1 est forcément impliqué, c'est le principe même du CCF, mais déjà dans le cadre de nos CCF de CPAP actuellement, accompagné d'un autre professeur des enseignements professionnels du BTS-CJN. Alors, pourquoi les professeurs et pas les tuteurs? Il s'agit juste dans la grille d'évaluation de transformer en notes le professionnel, le notaire, le maître d'apprentissage ou le tuteur de stage intervient auparavant via le document de liaison dans le positionnement que vous trouverez dans le tableau synoptique. Donc, on récapitule, par l'intermédiaire du document de liaison, là où finalement le professionnel s'exprimera, son avis sera pris en compte puisqu'il permettra le positionnement dans le tableau synoptique, positionnement qu'il faudra ensuite transformer, traduire d'une certaine façon en notes. Et là, ce sont les professionnels de l'éducation et de l'évaluation, que vous êtes, professeurs, qui opéreront cette transformation. Voilà. D'autres questions? Ou sinon, nous passons la parole au suivant. Alors, vous voyez que la métaphore du fil de l'eau est allée jusqu'au bout. Notre petit nageur, maintenant, c'est nager.